On va parler maintenant de l'héritage. C'est un concept objet qui va nous permettre de factoriser notre code au mieux. On avait déjà vu ce mécanisme de factorisation dans les fonctions. Et bien maintenant, il existe aussi un moyen de factoriser son code au niveau conceptuel. Bienvenue dans ce cours numéro 5 concernant l'héritage. Donc je vais montrer l'exemple pour le PHP, mais il existe aussi l'héritage dans de nombreux langages de programmation. Alors cette vidéo fait partie d'un cours et d'une formation PHP pour les BTS en première année. Je vous invite donc à regarder la vidéo 1, 2, 3 et 4 de la programmation objet en PHP. Souvenez-vous, la factorisation du code, c'est le fait de pouvoir enchaîner des lignes de code et de repérer des lignes qui sont identiques. Il ne faut absolument pas laisser de lignes identiques dans son code, puisque lorsqu'on doit modifier, il faut les modifier à deux endroits. Donc l'idée est de prendre ces lignes de code, d'en faire une fonctionnalité et seulement d'appeler la fonctionnalité en question là où le code avait besoin d'être écrit, ici et ici. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de trouver des bouts de code qui sont identiques dans plusieurs parties du code et d'en faire plusieurs fonctions. C'est ce qu'on appelle factoriser son code. La règle ultime du bon développeur, c'est de pouvoir factoriser son code à partir du moment où vous avez deux lignes de code minimum identiques. Un petit rappel sur les classes et l'objet en général avant de se lancer. Une classe, c'est une définition d'un objet. C'est là où on va pouvoir mettre des paramètres et des fonctionnalités, ce qu'on appelle aussi des membres ou des fonctions. Je parle plus de propriétés d'un objet et de méthode d'un objet. Lorsque, ici, on a créé une classe personnage, à chaque fois que je vais vouloir utiliser un personnage dans mon code, je vais instancier un personnage. Du coup, j'aurai une copie de cette classe personnage dans ma variable perso1 ici et perso2 ici. J'aurai donc deux instances de classe qu'on appellera des objets. Maintenant, factoriser un code, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginons que là, j'ai une classe personnage et je cherche à créer une autre classe, ici, magicien. J'écris donc ma classe magicien et je pourrais en rester là. J'utilise soit des personnages, soit des magiciens. Mais l'idée, c'est de repérer s'il n'y a pas des choses communes entre nos classes. Ici, on regarde que ces propriétés-là sont les mêmes que celles de ce personnage, c'est en commun. Et puis cette fonctionnalité attaquer, c'est exactement la même que celle-ci. Ce sont donc des choses qui sont communes aux deux classes. Et puis à l'inverse, il y a des choses qui ne sont pas communes. Par exemple, un magicien aura de la force magique et puis il pourra lancer des sorts, ce qu'un personnage ne peut pas faire de même. Donc on va prendre ces choses en commun et on va les faire disparaître. On les fait disparaître, mais à la place, on dit que la classe magicien, qui a eu son code factorisé, on lui dit quand même que ce code étant de la classe personnage. Donc son code est issu d'une autre classe. Ou alors on peut dire aussi que comme la classe magicien hérite de la classe personnage, tout ce qui est dans personnage appartient aussi à la classe magicien. Donc le fait de mettre que magicien hérite de personnage, donc extend personnage en anglais, eh bien quand on utilisera la classe magicien, il faut s'imaginer qu'ici je peux avoir accès à ces propriétés-là et à ces méthodes-là. On dit qu'une classe hérite d'une autre. Alors on peut faire ça avec beaucoup d'autres classes. Par exemple là, ça m'a permis de faire une classe magicien avec de la magie, et puis une méthode lancer-sort, et une classe guerrier avec de la force naturelle, et puis une méthode frapper. Ces deux classes sont différentes, on a des guerriers et des magiciens, ils n'ont aucune chose en commun, sauf que comme ils étendent toutes les deux de la classe personnage, ils ont tous les deux un nom, des dégâts bruts, de la vie et une méthode attaquer. Donc, lorsque je suis dans mon fichier principal, mon main principal, je peux importer mes classes. Et lorsque je crée un magicien, ici mage1, et je crée ici un guerrier, je peux faire les choses suivantes. Je peux prendre mon guerrier et le faire frapper, ici. Je peux prendre mon mage et l'attaquer, parce qu'il hérite de personnage. Et je peux prendre mon mage et je peux lui lancer un sort. À aucun moment, je peux prendre un mage et frapper avec, puisque ici je n'ai pas de méthode frapper, et comme il hérite de personnage, il n'y a pas non plus de méthode frapper ici. Pareil, un guerrier, je ne peux pas lui faire lancer de sort, puisque ici je n'ai pas de méthode lancer de sort, et comme j'étends de personnage, je me resitue ici, je n'ai pas non plus de lancer de sort ici. Je ne peux qu'attaquer ou frapper quand ce qui concerne que le guerrier. Comme on parle de classe, il faut à un moment donné aussi parler de constructeur. Notre personnage a un constructeur. On lui donne un nom et à la construction de l'objet personnage possède un nom. Comme je suis un magicien ici et que j'étends de la classe personnage, j'accède à ces propriétés-là et ces méthodes, mais je ne fais pas appel au constructeur. Parce que quand je vais créer un nouveau magicien, je vais faire appel au constructeur du magicien et non pas celui du constructeur du personnage. Alors des fois, il est important et utile d'accéder au constructeur de la classe parent. Eh bien, on fait cela avec le code suivant. On met parent --construct. On lui passe les paramètres du constructeur ici. Donc, en fait, parent ça permet d'accéder aux méthodes du parent. Donc, pour appeler le constructeur parent, on va mettre parent --constructeur. Donc ici, quand je vais créer un mage, je vais prendre un nom
une variable nom, et puis je vais appeler le constructeur nom. Ça veut dire qu'ici, le nom va arriver ici, et du coup, dans le this.nom, donc là, dans la propriété du personnage, je vais avoir mon nom. Donc si j'instancie un mage et que je l'appelle Ebermude, eh bien Ebermude va se passer ici. Donc mon personnage va s'appeler Ebermude. Alors vous voyez, le magicien, il n'a pas de propriété nom. Mais comme il étend de personnage, eh bien oui, il a un nom. Et ce nom, ça sera Ebermude. Alors, je pourrais instancier un magicien en lui donnant un nom parce que la classe parent personnage possède une propriété nom. Tout ce que la classe parent possède, eh bien, la classe enfant l'hérite. C'est-à-dire que le magicien va hériter du nom, du dégât brut et de la vie, et va hériter aussi de la méthode attaquer. L'avantage, donc là on parle au niveau du code pur, c'est que si on a besoin de modifier la méthode attaquer, on la modifie ici. Si on l'avait à la fois ici et ici, on aurait dû faire une double modification et c'est très mauvais pour la maintenabilité du code. Alors comment on factorise? Eh bien c'est simple, on a ces deux objets, ces deux classes les unes à côté des autres. La règle ultime, c'est que dès qu'il y a des choses en commun, on peut en faire une classe parent. Par exemple, ici on a repéré que cette ligne-là et cette ligne-là, donc ces deux propriétés-là sont identiques ici, que ces 4 méthodes ici sont les mêmes qu'ici. On va étendre cette classe-là à la A et retirer ce qu'il y avait en commun. On a donc une classe B qui hérite de la classe A. Bien sûr, cette factorisation ne se fait pas une fois qu'on a codé. C'est pas une fois qu'on aura écrit les lignes en double qu'on va s'amuser à repérer celles qui sont en commun ou pas. Non. Ça, on le fait grâce à l'analyse avant. On analyse ce qui va être en commun ou pas. Donc, l'héritage, comment il se formalise? Il se formalise avec une flèche comme ceci, et avec la pointe qui est transparente ou blanche. Donc attention, en analyse, en UML, SysML, en diagramme de classe, en diagramme MCD, ce que vous voulez, la flèche qui a un bout qui est transparent ou blanc, ça veut dire que c'est de l'héritage. Donc ici, la classe B hérite de la classe A, elles ont tout ça en commun, et la classe B a en plus ces propriétés-là et ces méthodes-là. Donc ici, le guerrier, il a en plus des propriétés propres au guerrier et des méthodes propres au guerrier. On peut représenter un diagramme de classe de cette façon-là. Donc ça, c'est le formalisme officiel. Vous avez vu, vous avez vos classes, les propriétés, les méthodes, et vous avez une flèche avec un bout blanc ou transparent qui correspond à de l'héritage. Alors attention, dans certains langages, il est possible d'avoir plusieurs parents. Par exemple, le magicien pourrait hériter d'une classe personnage et pourrait hériter d'une autre classe, par exemple, je sais pas, humain. En PHP, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'une classe ne peut avoir qu'une seule flèche vers une classe parent. D'accord? L'extend ne peut se faire que sur une seule classe. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était l'héritage en PHP, on va voir au niveau de la BDD. Je reprends le même exemple, ma classe magicien qui étend de personnages et ma classe guerrier qui étend de personnages. Eh bien la question c'est comment je fais pour avoir ça en base. Parce que c'est bien gentil d'avoir programmé tous ces éléments, mais si on ne peut pas les stocker en base, ils disparaissent à chaque fois. Donc, si je prenais la classe personnage, je peux la modéliser comme ça. En classe, en diagramme de classe, on a ce formalisme-là avec des propriétés et des méthodes. Et en MCD, on ne garde juste que les propriétés. Pour le guerrier, ça va être pareil. On va avoir la classe guerrier qui a que cette propriété et cette méthode. On a une table guerrier avec cette propriété. Et ici, on a la classe magicien avec ses propriétés et ses méthodes. On a donc 3 tables, personnage, guerrier et magicien. Ils ont une relation d'héritage, c'est-à-dire qu'on retrouve bien la flèche avec le bout transparent ou blanc entre guerrier et personnage et entre magicien et personnage. On a donc maintenant nos 3 tables. La première solution consiste à mettre un identifiant étranger pour dire que ce magicien-là, en fait, c'est le personnage numéro tant. Ici, en exemple, j'ai ici des magiciens, donc dans ma table magicien, des dégâts magiques de 125 et un ID de personnage 1. Ça veut dire que le personnage ici, numéro 1, rapide, a des dégâts bruts et a une vie de 100 et a des dégâts magiques de 125, puisque c'est un magicien. Il y a le lien entre les deux. Pareil, dans les magiciens, on a le personnage numéro 3. Kota est un magicien de dégâts magiques 75, de dégâts bruts 20 et de vie 100. C'est une relation, bien sûr, 1-1 entre personnage et magicien. On a la même chose aussi du côté du guerrier. Le personnage peut avoir un seul et unique guerrier et un guerrier peut être associé à un seul et unique personnage. Petite précision, quand on avait découvert les différentes relations entre les tables, donc les relations NN, les relations 1N et les relations 1-1, certains étudiants sont venus me voir en me disant que la relation 1-1 n'avait aucun sens puisque on pouvait regrouper tout en une seule table. C'est une affirmation qui est vraie. Mais cette possibilité ne peut être vraie que s'il n'y a qu'un seul héritier. Donc ici, s'il n'y avait qu'un magicien dans la conception, on aurait pu regrouper personnage et magicien, puisque une relation 1-1 et 1-1 peut être regroupée en une seule table. Mais là où ça change tout, c'est qu'un personnage
peut avoir aussi une relation 1-1 avec un guerrier. Et dans ce cas-là, on ne peut pas regrouper guerrier et personnage parce qu'il faudrait regrouper aussi magicien et personnage et on se retrouverait avec une table personnage avec des données de guerrier et des données de magicien. Donc là, on est dans un cas où la liaison 1-1 entre deux tables est obligatoire. Donc deuxième possibilité, c'est de mettre des identifiants primaires, donc des vrais ID, aux guerriers et aux magiciens. Et de prendre dans personnage un ID tertiaire vers le mage et le guerrier. Alors si c'est un mage, on aurait l'ID du mage, et dans guerrier, on aurait une valeur nulle. Et si c'est un guerrier, on aurait un ID dans la table guerrier, mais rien dans la table mage. Ici, par exemple, le personnage numéro 1 rapide, c'est un mage, puisqu'il a un ID qui pointe vers le magicien. C'est un mage de valeur à dégâts magiques 125. Le personnage numéro 4 est un guerrier. C'est le guerrier numéro 2. Donc il a des dégâts naturels 33. Ça ne pose pas de problème qu'il y ait des valeurs nulles. À la lecture de cette table-là, on peut facilement identifier si c'est un mage ou un guerrier, selon si l'ID est nul ou non. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire. Dans les deux cas qu'on vient de voir, il y a des avantages et des inconvénients. L'idée, c'est de se dire, on n'a qu'à faire les deux en même temps. Sauf que ce n'est pas possible parce que si on met les ID à la fois primaires vers les classes enfants et inversement, eh bien on peut se retrouver avec ce problème. Ici, le magicien numéro 1, on dit que c'est un personnage numéro 3. Donc le magicien 1, c'est l'idée du personnage numéro 3, c'est-à-dire que le personnage numéro 3 est un magicien. Mais si on va voir dans la table personnage et qu'on remarque que dans la personnage numéro 3, l'idée magicien est nulle et qu'on a un idée guerrier, on a une relation qui n'est plus correcte. Ce problème d'intégrité peut arriver puisqu'il n'est pas contrôlé par la base. Rien ne m'empêche ici de dire que le magicien numéro 2, c'est le perso 4 et qu'en fait le perso 4, c'est un guerrier. Il n'y a aucune contrainte relationnelle. Donc on peut se retrouver avec des problèmes, des bugs, un guerrier qui se retrouve mage alors qu'il n'aurait pas dû l'être à cause de cette double relation. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, parce que là on aurait pu se dire, comme personnage est en commun, on n'a qu'à remettre le nom dans chaque table, les dégâts bruts et la vie. Il n'y a pas de doublon d'informations puisque le guerrier aurait son nom, ses dégâts bruts et ses vies, et les magiciens auraient leur nom, leurs dégâts bruts et leur vie. Le problème de ça, c'est que ça ne respecte pas le MCD et le modèle de classe. Les deux modèles sont différents. Si sur un gros projet on commence à avoir des modèles différents, là par exemple la classe personnage, elle est en code, donc les développeurs vont l'utiliser et elle n'aura aucun lien avec la base de données. Dans la base de données, on va jamais parler de personnage. Donc c'est un petit peu curieux. Sur des exemples simples comme ça va. On se doute bien que guerrier, magicien, c'est des personnages dans le jeu. Mais sur des tables et des bases beaucoup plus compliquées avec des couches métiers beaucoup plus compliquées, ça va être vite le bazar. On ne fait jamais un MCD qui est différent du modèle de classe. Alors on pourrait aussi faire l'inverse, c'est-à-dire mettre tout dans une seule table, puis on aurait des valeurs nulles selon les ID, selon les dégâts. Alors ça va, mais si vous avez 35 propriétés de guerriers qui sont différentes des 35 propriétés des mages, on se retrouve avec la moitié des cellules qui sont nulles. Donc on a une table avec des trous, du gruyère. Donc c'est pas très pratique et en plus ça ne respecte pas le fait que le modèle doit être identique au diagramme de classe. Ici dans la base on ne voit absolument pas de manière simple les mages et les guerriers. Donc pour les requêtes, pour sélectionner les tables et tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué sur un projet beaucoup plus compliqué. Alors maintenant on va se tester. Je vous demande de reprendre les exercices des vidéos 1 à 4. Donc on avait commencé à faire une classe personnage. La première chose à faire ça va être de faire une classe magicien qui hérite de personnage, de créer ce fameux constructeur qui appelle le constructeur parent pour pouvoir créer à la fois des mages et des personnages. Je vous demande d'instancier deux personnages que vous voulez. Alors vous n'êtes pas obligé de faire le lien sur la BDD pour l'exemple petit 2, mais le but du jeu c'est d'arriver à créer deux entités différentes et de me demander de se présenter. Et petit 3, on essaye de trouver un mécanisme pour pouvoir les différencier. C'est-à-dire que quand vous allez demander au mage de se présenter, il va le dire « je suis un mage ». Et quand vous allez demander au personnage de se présenter, il va vous dire « je n'ai pas de type, je ne suis qu'un simple personnage », par exemple. Et le 4, vous essayez de mettre la même chose en pratique en ayant un lien avec la base de données. Bon courage.